Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour ce troisième live, j'espère qu'on va pas avoir de problème technique. Donc là on va attendre quelques instants Marion de chez Splice, ou Splice, selon comment on préfère prononcer, pour parler de l'un et de toute la filière qu'on est en train de monter tous ensemble dans le Made in France. Donc je vais voir si je trouve Marion. En attendant, vous aurez peut-être deviné où je suis, en fait je suis en vacances. Et du coup, cette petite pause normande tombe pile poil. La première étape, c'est de trouver Marion. Marion, où es-tu? Je... Bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous profitez un peu des vacances, comme nous actuellement. Alors, Marion. Marion. Je vois qu'il y a Johanna qui est connectée, notre community manager. Salut à Héloïse aussi, qui est connectée, ça fait plaisir de te voir. Upcycling Vibe avec qui j'échange de temps en temps. Et Marion est là. Alors on va essayer de se connecter à Marion. Hop. Est-ce que ça fonctionne Marion? Ah, on y arrive. Salut! Yes, ça fait plaisir parce que c'est le deuxième live qu'on tente. Et Ouais. le premier a été techniquement compliqué, donc du coup on a dû le reporter, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et là on y arrive. Alors là t'es où Marion? Alors moi, je suis pas loin de chez toi, en fait, à côté de Montélimar, dans la Drôme. Ah ok, bah, c'est le monde à l'envers en fait. Parce que moi là je suis C'est en ça. Normandie, près du Mont Saint-Michel. Ah oui, c'est pas mal. Et oui, on est en vacances là dans la Bretagne et un peu vers La Rochelle ensuite. Et là, du coup, on a un mariage samedi dans le coin, donc on a profité du trajet entre la Bretagne et le mariage pour s'arrêter au Mont-Saint-Michel tout à l'heure. Et il fait beau, il Et, pleut un petit peu, donc je me couvre de temps en temps, mais bon, ça le fait. et est-ce que vous êtes passé par les champs de lin de Normandie ou pas du tout? Eh ben, Oh, pas bah non, encore, parce c'est... que là, on arrive de la Ouais, Bretagne, donc ouais, pour l'instant, pas le c'est chemin. non, pas encore, mais on y arrive. Bon après, ça fait pas si longtemps qu'on les a vus avec l'assaut Lin Chambre Bio. On en a bien profité il y a un petit mois tous ensemble, donc c'était chouette. Ouais. Bon alors, est-ce que tu peux expliquer Splice à la communauté 1083 pour qu'ils découvrent ta marque, pour ceux qui connaissent pas? Avec plaisir. Donc, Splice est une marque qui existe depuis un peu moins de 3 ans, qui a pour vocation, en fait, de proposer des produits qui sont bons pour l'environnement et pour les emplois. Et donc moi, mon objectif, c'était donc d'utiliser une matière première locale. Et donc naturellement, j'ai choisi le lin et de réaliser toutes les étapes de transformation en France, enfin toutes celles qui sont faisables en France. Donc le lin est cultivé en Normandie et dans les Hauts-de-France. Il est taillé en Normandie. Il est filé à l'étranger parce que ça, on en parlera peut-être plus tard. On n'a pas de filature qui permette de faire du fil pour les t-shirts en France. Et ensuite, il est tissé, tricoté en France. La confection, la teinture sont faites en France. Les packagings sont français. Les étiquettes sont françaises. Et en fait, mon point vraiment super important, c'est de mettre en valeur les savoir-faire parce que le lin est une matière première compliquée à travailler et que les gens qui travaillent le lin le travaillent parce qu'ils aiment le lin. Et je trouve que c'est une grande famille. Et pour moi, mes produits ont une valeur parce qu'il y a toutes ces savoir-faire derrière. En fait, il y a une belle histoire derrière mes t-shirts. Voilà. Alors effectivement, il faut vraiment se plonger dans la filière pour se rendre compte un peu de la technicité, de la difficulté. En plus, avec les aléas climatiques, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, la qualité de lin n'est pas la même. Donc il faut savoir, en plus de cultiver, de tailler, de porter toutes ces étapes-là, il faut savoir mélanger les gisements, j'allais dire, les filières Ouais. de lin pour arriver à un résultat homogène d'une année sur l'autre. On le fait depuis des Mm. années en lin conventionnel et là on apprend à le faire en lin bio. Mais comme la part de bio est Ouais. encore petite, du coup l'échantillon pour mélanger est beaucoup plus difficile à acquérir. Donc voilà, on reconstruit une filière comme on fait sur le jean. Là c'est pareil pour le lin, avec tout plein d'étapes qui peuvent être faites en France. Donc on travaille avec Marion sur le projet L'Impossible qui consistait il y a 3 ans à se bouger les uns les autres pour relocaliser une filature de lin en France. Faut savoir que dans le lin, il y a 3 types de filature. La filature open-end, donc en fait c'est un peu comme le coton. C'est la même filature qu'on a dans les Vosges avec notre usine Tissage de France. Donc on raccourcit le lin en fibres très courtes pour faire un fil un peu avec du lin au lieu de coton. C'est adapté à certains gros titrages, au jean par exemple. Ensuite il y a la filature mouillée qui permet de faire des fils un peu plus fins.
beaucoup plus fin, pardon. Et entre les deux, il y a la filature au sec. C'est celle qu'a relocalisé Velcorex, Emmanuel Lang, Pierre Schmitt, il y a un an. Donc voilà, tout le monde du lin bouge en France, c'est super. Et alors, chez 1083, la part de lin, pour expliquer comment nous aussi on travaille le lin, en fait, depuis 8 ans, les chaussures 1083, depuis le début, en fait, sont en lin français. Donc on a commencé par les chaussures pour les lacets. Après, on a fait une collection avec un tissu, une toile de lin sur le dessus de la tige de la chaussure. Puis depuis quelques années, on propose des jeans en lin. Et puis là, cette année, on a le plaisir de faire une belle collab avec Marion. En fait, avec Marion, ça fait longtemps qu'on se connaît et on travaille plutôt sur le fond, c'est-à-dire la filière. Et puis là, on s'est dit, mais mince, si on faisait un vêtement ensemble. Et donc ce projet de collab est tout frais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce t-shirt, de ce débardeur plutôt quels sont les enjeux On ne voit pas bien, là, je l'ai sur moi. Faut que tu te lèves. Après, ouais, non, mais non, mais ça, tout le monde l'a vu, Oui, mais la coupe. Ah, la coupe, elle est droite, en fait. Ce débardeur, on aurait eu du mal à le sortir parce qu'en fait, on a commencé à travailler dessus pendant le premier confinement. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On voulait un produit qui ressemblait à nos 2 marques. Donc, avec moi, c'était forcément du lin. Et c'était vraiment être dans l'intemporel. Pour avoir un produit qui soit vraiment dans nos 2 ADN, il fallait de l'intemporel. Et puis il fallait donc du lin français bien sûr et une couleur qui rentre qui soit 1080 qui soit compatible avec les produits 1083. Et donc on a choisi ce bleu jean naturellement. Et donc voilà, une forme très simple. C'est vraiment un débardeur tout simple. Pareil devant, derrière, on a mis le petit jacron dans le dos, au milieu du dos, et le petit carré rouge, pardon. Et voilà, donc il est simple, il plaît beaucoup. La couleur est vraiment très jolie. C'est du lin, c'est du 200 grammes par mètre carré, donc c'est un lin qui est assez épais, donc pas transparent. Mais voilà, on a eu beaucoup de mal. On l'a attendu énormément. Mais je crois, Thomas, que ta communauté l'aime beaucoup. Oui, il marche super bien. Ouais, on en a déjà refabriqué. Je regrette d'être un homme et d'être au Mont-Saint-Michel, parce que sinon, évidemment, je serais en débardeur Splice 1083 aujourd'hui. Je mets ma main là, parce qu'il y a du vent. En fait, ça se voit pas, mais j'ai un caveau autour de la taille que j'ai sorti juste avant, parce qu'il flotte un peu. Donc désolé si je mets ma main, j'espère que le son n'est pas trop pourri, mais les conditions ne permettent pas malheureusement de porter un débardeur femme pour moi à l'instant. Non, on travaille du coup pour l'année prochaine sur l'homme et la femme. Merci d'avoir saisi la perche que je t'ai tendue. Oui, c'est important ça, parce qu'en fait souvent quand on lance un produit, en fait l'amorce, la création du produit, donc ça consiste à trouver des matières premières, à les tricoter. Le tricotage du lin est super compliqué et du coup parfois il y a des lots qui le font pas, donc faut recommencer. Bref, c'est vraiment une énorme aventure et du coup quand on y arrive on est tout content, mais parfois on n'a plus assez de matière pour faire homme et femme, ou alors on n'a plus le temps pour développer la coupe homme ou la coupe femme pour que les deux soient nickel. Donc on lance un des modèles. Et puis évidemment, si on lance un modèle femme, les femmes sont contentes et les hommes sont frustrés et vice versa. Et donc, c'est important pour nous de vous expliquer en fait toute la technicité qu'il y a derrière et le temps qu'il faut pour reconstruire des filières, parce que c'est laborieux, comme je dis souvent, mais au beau sens de labeur. Et donc sur ces modèles, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ceux qui arriveront peut-être l'année prochaine? Alors, on va être plus jusque-boutiste pour l'année prochaine, puisqu'on va partir sur du lin biologique. Et ça, c'est vu la récolte qu'on a eue l'année dernière et ce qui s'annonce là, c'est un vrai défi. Donc, c'est du lin biologique et on n'utiliserait pas de chimie pour la teinture. Donc, on va avoir un produit vraiment très, 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 très propre. On n'aura pas de lin filé en France parce que les filatures vont arriver, les filatures au mouillé, donc qui permettent de faire du fil fin, n'arriveront en France que l'été prochain, donc ça va être trop tard pour nous. Donc, on aura du fil de lin français biologique, mais filé en Pologne.
En revanche, oui, on est en train de travailler sur la partie teinture, et aussi on va être sur des produits qui vont être différents des produits auxquels on est habitué, donc et même du jersey que j'ai sur moi. Parce que comme on veut travailler le lin bio, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le lin bio, c'est une toute petite partie de notre production. Donc, on n'a pas cette possibilité de faire des mélanges et d'assurer une homogénéité de la qualité. Et moi, le lin, là, je suis en train de tricoter le lin 2019 biologique et j'arrive pas à faire la même chose. J'arrive pas à faire ce type de finesse, en fait. Comme il est moins régulier que le lin conventionnel, on est obligé de le tricoter différemment pour que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire avec tes équipes. On va utiliser le lin biologique et je fais des tests de matière, là, pour voir si on va le tricoter, probablement en 2 fils pour qu'il soit plus costaud. Voilà. On est en train de regarder, mais on peut faire des super choses, mais il faut juste pas s'attendre à pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude. Il faut faire ce que la matière nous permet de faire, et chaque année, ce sera différent. Et ça, c'est vraiment une clé super importante quand on veut relocaliser, c'est de pas vouloir reproduire exactement la même méthode, la même mécanique que ce qu'on fait traditionnellement, parce qu'en fait, il y a 9 chances sur 10 que ça marche pas. Donc, il faut repartir à zéro, revoir ce qu'on peut faire avec la matière et trouver le meilleur chemin pour réussir à faire quelque chose de chouette. Donc, ça demande d'innover à l'envers, en quelque sorte, puisqu'on part vraiment des matières, de nos outils, de nos savoir-faire. Et puis, de manière itérative, on essaye de faire du mieux possible. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, je commence par celle de Sofiane, qui nous demande quel est le sujet. Bon, Sofiane vient d'arriver, semble-t-il. Bienvenue, Sofiane. On parle de lin made in France avec Splice, qui est une marque qui relocalise au maximum comme nous pour le lin. Question d'Upcycling Vibes qui demande où est faite la teinture. T'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux lui répondre? Alors ça dépend. Ça dépend parce que je travaille avec plusieurs tricoteurs et plusieurs teinturiers. Elle est faite soit dans le sud-ouest, à côté de Pau, soit à côté dans l'est, à côté de Troyes. Et donc pour l'instant, c'est juste de la teinture, c'est juste de l'écotex. J'ai pas utilisé de teinture végétale jusqu'à maintenant. Donc là, justement, très belle transition vers la question suivante de Piti Gaïa qui demande si on a une certification. Tu as parlé d'Ecotex. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres certifications dans lesquelles tu t'inscris? Alors, Origine France Garantie, comme toi. D'ailleurs, notre débardeur est Origine France Garantie. Et sinon, pour les produits, quand je peux utiliser du fil biologique, j'ai le label GOTS, mais j'ai le label que sur le fil, parce que moi je travaille avec des petits ateliers et que ni mes tricoteurs ni mon atelier de confection ne sont certifiés GOTS. Donc j'achète du fil GOTS au filateur, mais mon produit qui sort n'est plus certifié GOTS. Ça, c'est un point commun aussi qu'on partage avec toi. C'est-à-dire qu'on se source en matière première GOTS et ensuite, pour labelliser le produit fini en GOTS, pour que le jean soit GOTS, si le fil est lui-même GOTS, en fait, il faut certifier toutes les étapes intermédiaires. Et s'il manque un maillon à cette chaîne de certification, eh ben, le produit n'est pas GOTS. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour que chacun des maillons soit en capacité économique de se labelliser GOTS et qu'à la fin, du coup, le produit soit labellisé GOTS. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Mais c'est assez long et pareil, c'est itératif. Je vois une super question de Fabien Henocoq qui demande pourquoi on utilise de lin bio en sachant que le lin conventionnel n'a pas de résidus et utilise peu de phytosanitaires. Alors, en effet, plusieurs éléments de réponse et Marion, tu compléteras évidemment. Ce qui est intéressant sur le lin, moi qui l'ai découvert il y a 7-8 ans, c'est que c'est une culture en rotation. Donc en fait, quand on met un champ en bio, c'est pas juste le lin qui est bio, c'est toutes les cultures inscrites dans la rotation qui basculent en bio. Donc en fait, quand on bascule un champ en bio pour le lin, il faut s'apercevoir qu'on fait d'une pierre 3 ou 4 coups, c'est-à-dire qu'on bascule 3 ou 4 autres types de cultures en bio. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'en effet, le lin consomme très peu de produits chimiques en lui-même, mais les autres cultures autour peuvent en consommer. Et donc, si on a une vision systémique un peu de cette agriculture-là, et ben en fait, quand on bascule le lin en bio, ça veut dire qu'on bascule 3 ou 4 autres cultures en plus en bio. Et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. Et les produits qui sont utilisés en conventionnel, parce que c'est vrai que le lin conventionnel est propre, les espèces sont de plus en plus résistantes. Il y a pas mal de R&D sur les graines pour que les espèces de lin soient de plus en plus résistantes, donc qui induisent l'utilisation de moins en moins d'intrants. En conventionnel, ils utilisent quand même du désherbant. Alors donc il reste quand même toujours ça. En bio, on est en mécanique, ils utilisent une RC Tri, donc c'est
quelque chose qu'ils mettent sur leur tracteur pour désherber. Et encore, ils l'utilisent pas toujours. Je suis allée moi voir un des agriculteurs en bio la semaine dernière, et cette année, il disait que c'était pas vraiment probant et qu'il avait fait qu'un tout petit peu parce que ça prenait beaucoup de temps et que le résultat était pas sûr. Mais donc voilà, donc il y a une petite différence, et le plus important, c'est ce que tu dis Thomas, c'est qu'on est sur des rotations, c'est minimum 7 ans, et que donc c'est l'intégralité de l'exploitation de l'agriculteur qui bascule en bio. Exactement. Et ça c'est quand même, c'est très positif, parce que je disais, on a une quantité de surface en bio qui est très très petite en France. Là, on a en conversion à peu près 2 fois ce qu'on a déjà en bio. Donc, on est en train d'étendre la surface de lin bio, et donc pas que de lin, de céréales aussi, parce qu'il y a toutes les rotations. Et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. C'est qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont en conversion. Donc, on aura probablement une homogénéité. Enfin, dans quelques années, on aura un fil plus homogène. On aura moins les contraintes qu'on a aujourd'hui. On sera plus proche du conventionnel en termes de régularité, en fait. Et c'est ça qui est intéressant à souligner, c'est qu'en fait, c'est très itératif. Donc, la qualité de demain, elle se construit par les volumes de bio que l'on fait grandir aujourd'hui. Parce qu'on aura un gisement de bio plus important. Donc, on pourra mélanger plus de lin bio des 4 coins de France. Et donc, du coup, enfin, des 4 coins, des 2 coins du Nord plutôt. Et donc, du coup, on a vraiment un enjeu à faire grandir cette culture bio-là pour augmenter les mélanges et pour demain avoir de plus en plus de qualité. C'est exactement ce que l'on vit quand on relocalise une filature industrielle, parce que les premiers essais sont pas fameux, puisque du coup, on apprend. Et puis, si on n'est pas trop bête et qu'on tient compte des retours de ses clients, des tests que l'on fait à partir de la V1, on améliore la V2, la V2. La V3 profite des améliorations de la V2, etc., etc. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on se retrouve chez 1083 avec des jeans 2021 infiniment mieux en 2021 que les premiers en 2013. Et donc, merci aux clients de 2013 d'avoir accepté finalement une filière imparfaite, parce qu'il n'y a qu'en acceptant l'imperfection qu'on s'autorise finalement à progresser et à atteindre des niveaux de qualité qui sont super, mais qui seront jamais parfaits, parce que l'idée c'est toujours tout progresser. Donc en 2022 ça sera encore mieux, en 2023 aussi, etc., etc. C'est comme ça qu'on rebâtit une filière solide. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Caroline, qui nous suit souvent et qui nous met plein de messages d'encouragement, à Payotte, donc les espadrilles, qui est aussi au taquet sur son offre de chaussures. Donc voilà, c'est vraiment en équipe comme ça, du consommateur aux fabricants, aux usines, aux ateliers, aux matières premières, aux agriculteurs pour le champ de lin, qu'on reconstruit une filière totale forte, robuste, parce qu'elle n'est pas composée d'un seul maillon à chaque étape de la chaîne, mais qu'il y a plusieurs intervenants pour chaque étape, pour que comme ça, les expérimentations des uns inspirent les autres, les difficultés des uns soient compensées par les autres, et collectivement, on progresse. Je regarde s'il y a d'autres questions. Vas-y. On a quand même aussi l'aléa climatique qui est important et qui du coup est plus marqué en bio qu'en conventionnel, parce qu'on a des surfaces qui a plus d'impact. On a des surfaces qui sont bien plus faibles. L'année dernière, on a eu beaucoup de sécheresse. Le lin on sait bien que le lin est jamais arrosé, donc il a besoin de l'eau qu'il y a dans les régions dans lesquelles il pousse. Donc l'année dernière, en bio, les agriculteurs ont perdu une grande partie de leur récolte à cause de la sécheresse. Et ce qui a pu être récolté n'est pas de qualité suffisante pour pouvoir faire un fil fin. Donc on sait que la production de l'année dernière permettra que de faire des fils pour faire peut-être des pantalons, mais certainement pas des t-shirts. Donc ça c'est voilà. Et cette année, moi je suis allée faire de l'arrachage, donc l'arrachage du lin la semaine dernière. Et c'est l'extrême inverse, il pleut beaucoup trop, les champs sont abîmés, le lin a versé, c'est-à-dire qu'il s'est couché, il a du mal à se relever, donc il commence à pourrir au sol avant d'être à maturité. Donc là, on risque d'avoir aussi des surprises dans la qualité de ce qui va être récolté. Et c'est vraiment compliqué pour les agriculteurs, parce que du coup, ils perdent une grande partie de leur récolte. C'est vraiment la loterie. Il faut imaginer, imaginez-vous, vous êtes au boulot, vous bossez, vous produisez un travail, et puis en fait, selon la météo, votre travail va être plus ou moins bon. C'est pas votre travail, en fait, c'est la météo qui va faire que ce sera plus ou moins bien, et vous allez être plus ou moins bien payé. Donc c'est vraiment un truc, quand on n'est pas agriculteur, qui est très particulier. En fait, c'est vraiment en fonction de la météo qu'on subit et qu'on doit jouer de ça. Il y avait des questions qui étaient importantes là aussi sur les matières. Tu parlais tout à l'heure de la qualité du lin qui va être plus ou moins bonne, notamment cette année en bio.
c'est là où on voit que c'est important d'avoir plusieurs Ouais. types de filatures. Donc, on le disait au début, il y a la filature au mouillé, c'est le top du top. C'est la filature qui permet de faire des fils fins et donc d'avoir un fil de la plus grande régularité et résistance possible. Notamment, c'est très pratique pour le tricotage, pour les vêtements légers, fluides, etc. La filature au sec, c'est une version très bonne aussi de fil, mais un petit peu plus gros. Et la filature open-end, c'est celle qui permet, en fait, donc les fibres de lin sont des fibres très longues, quelques dizaines de centimètres, alors que les fibres de coton, c'est quelques centimètres seulement. Et donc, quand on ne peut pas utiliser le lin pour faire des fibres longues, parce que le lin est trop abîmé, eh ben, on va le couper en petits morceaux de 3 centimètres au lieu de 30. Et en fait, on va le filer comme du coton, c'est-à-dire qu'on va tordre les fibres courtes entre elles pour faire du fil. Ce fil de lin, cotonisé, donc en fibre courte, va être un peu plus résistant que le fil de coton, parce que le fil de lin a ces caractéristiques-là. Et donc, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans d'autres usages. Donc, au lieu de foutre ce lin de mauvaise qualité, en quelque sorte, à la poubelle, eh ben, on va faire un fil open-end de surqualité adapté à d'autres usages. Et quand vous avez des vêtements qui sont tricotés de manière très fine, très légère, eh bien, en fait, c'est pas le tricot en lui-même qui apporte la résistance aux vêtements, c'est le fil. Mais dans un jean, par exemple, c'est l'inverse. Le tissu est tellement tissé serré que la résistance du denim, il vient en partie du fil, mais aussi et surtout grâce à l'armure, à la manière de tisser ce denim. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir des fibres plus hétérogènes dans le denim qu'on peut en avoir dans des beaux hauts en dentelle, par exemple, parce que la structure de tissage fait qu'on gagne en qualité, en résistance ou pas. Et donc c'est pour ça que nous, chez Tissage de France, on développe cette filature open-end de lin, parce que du coup, elle va nous permettre demain d'associer ce lin français cultivé en France à tout le gisement Mon-Coton de fibres recyclées de jeans pour faire un mélange fibres neuves, fibres recyclées, 100% local, mi-recyclage, mi-agricole, qui va nous permettre d'avoir un fil de super qualité et donc de faire des jeans de super qualité avec un niveau de kilomètres parcourus infiniment inférieur au jean conventionnel évidemment, mais au jean 1083 d'aujourd'hui, parce que du coup, on n'importera plus notre coton bio de Tanzanie, mais on le produira le plus localement possible, j'espère, dans quelques temps. Donc voilà comment, c'est pour ça que c'est important d'expliquer, c'est parce qu'en fait, tout ça est très systémique, on est tous liés les uns aux autres, et finalement, il n'y a qu'en travaillant en équipe les uns avec les autres qu'on réussit à développer cette intelligence collective, cette expertise, parce qu'en fait, c'est tellement tentaculaire, il y en a tellement partout, il y a tellement de choses à réinventer, à reconstruire, que c'est impossible tout seul. Et en plus, c'est 10 fois plus sympa, rigolo, excitant et marrant et intéressant de le faire à plusieurs, entre gens de bonne foi et un peu acharnés du Made in France. Alors, je parle loin, pardon, hein, dès qu'on me parle de Made in France, ça m'excite un peu. Je reviens sur les questions de chacun, notamment Miss CCC, qui nous parle de chanvre. Alors ça, c'est un truc important. On travaille évidemment dessus. Peut-être, Marion, tu as des pistes ou des échos, une réponse à apporter sur la culture du chanvre? Non. Alors Non, moi, j'en ai. moi, je suis très mauvaise sur le chanvre. J'essaye d'améliorer mes connaissances en lin, mais je dois avouer que le chanvre, non. Je sais on est en train de reconstruire vraiment parce on est vraiment loin de là où on en est avec le lin. On a très très peu de chanvre textile en France. La filière est en train de se reconstruire. D'ailleurs, notre association, la Chambre Bio, y travaille énergiquement. Mais voilà, on a très très peu d'hectares aujourd'hui donc on produit très très peu de fil avec le chanvre qui vient des champs français. Il y a un clin d'œil de Fabien, justement, qui nous posait une question tout à l'heure, qui nous dit qu'il est liniculteur et qu'effectivement, il traverse 2 années difficiles et compliquées. Et Piti Gaïa qui fait une remarque très juste, c'est quid de ces cultures qui sont basées sur nos climats d'aujourd'hui avec le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. C'est un enjeu fort. Ah ouais, et ouais. ça permet de faire le lien avec le chanvre. C'est que le chanvre est peut-être un peu plus, polyvalent en termes de type de culture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le lin, ils partagent à peu près la même industrie de transformation pour passer de la fibre au fil. Oui. Et du coup, ça veut dire que tout ce que l'on travaille sur la partie filature, eh bien en fait, elle va être hyper intéressante pour le chanvre. Donc le chanvre, il est exploité pas uniquement pour la fibre textile, assez peu aujourd'hui en France. Il sert à faire des graines, il sert à faire des huiles, il sert à faire de l'isolant. Et là, on réapprend à travailler le chanvre pour le fil textile. Et du coup, toute cette R&D, pareil, on la partage avec pas mal d'acteurs locaux et on l'enrichit au fur et à mesure pour que nos outils industriels soient adaptés au lin et en chanvre. Tout
tout à fait. Peut-être que, enfin, on va tout faire pour que le lin perdure en France. Pour ça, il faut accélérer tous nos efforts collectifs pour la transition écologique et pour limiter les impacts négatifs du réchauffement climatique. Mais le chanvre pourrait être peut-être une alternative à ces outils industriels si, malheur, dans quelques dizaines d'années, le chanvre peut difficilement pousser en France. Un point aussi qui est assez important pour nous à expliquer, c'est que quand on pense fibre textile, souvent on dégrade un peu le coton. On se dit le coton c'est de la merde parce qu'effectivement le coton est responsable de 25% des pesticides utilisés dans le monde. Donc c'est une catastrophe. Mais en fait, toute culture intensive, toute monoculture intensive génère des effets de bord catastrophiques parce qu'en fait ça appauvrit les sols. Les plantes qu'on monocultive ne font que prendre dans la terre les mêmes substances et du coup à la fin le sol devient sec en quelque sorte, sec d'énergie. Et donc l'idée de remplacer la monoculture de coton par une monoculture de lin n'a aucun sens. Parce que le lin, il est super en France, parce qu'il y a beaucoup d'eau en Normandie et dans les Hauts-de-France. Mais cultiver du lin là où il n'y a pas d'eau, c'est aussi bête que de cultiver du coton là où il n'y a pas d'eau. Et c'est ce qu'on fait sur le coton. Donc n'idéalisons pas le lin. Elles sont complémentaires, ces fibres. Choisissons la diversité. Finalement, au niveau agricole, nos sols ont besoin de diversité et notre climat partout dans le monde est divers. Donc n'opposons pas les fibres les unes aux autres. Le chanvre, le lin, le coton sont pertinents sur certains climats, sont pertinents pour certains usages. Finalement, la seule fibre qui mériterait d'être massivement exploitée pour le textile, c'est les fibres recyclées. Parce que là, pour le coup, on désengorgerait sacrément nos placards et nos poubelles si on réussissait à faire de chaque vieux vêtement un vêtement neuf. Donc, et pour ce qui est agricole, portons toutes ces fibres pour ce qu'elles sont et cherchons à les faire travailler ensemble et pas à les opposer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? La permaculture pour la filière textile, eh ben, je connais pas. Je sais pas si Upcycling Vibes a des infos là-dessus, mais je pense que ça peut être une super piste. Combien avez-vous de références produits, en quelle quantité faites-vous? Alors là, peut-être, Marion, tu pourrais en parler, toi, nous, on a un peu du lin partout. C'est-à-dire qu'on a du lin dans nos baskets avec nos lacets, sur les tiges de nos chaussures, dans certains jeans, et maintenant sur les débardeurs qu'on fait ensemble. Ça représente combien de tonnes chez toi ou combien de kilos de lin, toutes les collections Splice, tu saurais dire? Pour l'instant, je dois être à entre 3 et 4 tonnes de lin par an. Sachant que je fais, donc pour répondre, j'ai une petite quinzaine de références, mais je suis vraiment sur des t-shirts, c'est vraiment des modèles très simples. Je suis vraiment sur des basiques, sur des intemporels, et je fais des très petites quantités. L'objectif, c'est vraiment de pas produire pour rien. Donc, je produis en fonction de la demande. Je travaille avec un petit atelier qui m'impose pas de minimum. Donc, je fonctionne sur des réassorts fréquents, mais je fais des toutes petites quantités pour ne produire que ce que les gens veulent, en fait. Donc, tu as une logique de production en flux tendu, un peu comme nous. C'est-à-dire que tu fais des réappros réguliers en fonction des références au fur et à mesure que des ruptures de stock arrivent. Ouais, ça c'est super important aussi parce qu'en fait, on mélange un peu tout souvent. C'est-à-dire qu'on sait que l'industrie textile produit trop parce qu'on consomme trop. Donc, il faut réduire la surconsommation et il faut réduire la surproduction. Ce sont deux sujets différents, mais qui ont le même impact dramatique. La surproduction, c'est le fait de produire trop, plus que ce que les clients demandent, et du coup de devoir jeter des produits neufs, ce qui n'a aucun sens, mais c'est vraiment massif, parce que quand les lieux de production sont éloignés des lieux de consommation, eh bien en fait il y a tellement de délai entre le moment où le moment où le produit est fabriqué et le moment où il arrive dans les magasins, que si le produit n'a pas marché, eh bien en fait c'est trop tard, on a dû le produire, donc on a des quantités énormes dont on ne sait que faire. D'où les soldes un peu frénétiques qui conduisent à la surconsommation. Et la surconsommation, c'est quoi? C'est d'exciter les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Alors la mode, c'est pas un enjeu rationnel, hein. Il s'agit pas de se vêtir pour pas être tout nu, pour se protéger du froid ou du chaud. Il s'agit avant tout d'un enjeu identitaire, donc irrationnel, émotionnel. Et c'est très bien, on s'exprime avec ces vêtements. Ça changera jamais. Et donc à nous de faire des vêtements que les gens ont envie de porter pour ce qu'ils expriment. Et plus on saura, donner envie aux gens de s'exprimer avec nos vêtements,
plus les gens iront vers des produits de qualité qui feront sens et moins ils auront besoin de surconsommer pour finalement subir l'identité qu'on leur impose avec la mode. Donc vraiment jouer sur la surproduction. On le fait en France grâce à la relocalisation de la fabrication près des lieux de consommation. Et jouer sur la surconsommation, c'est aussi super important en refusant les soldes illégitimes, c'est-à-dire sur les produits non saisonniers, et en expliquant tout le sens qu'il y a derrière un vêtement pour que les consommateurs, finalement, ne soient pas piégés par le kiff de surconsommer, mais qu'ils vivent le kiff de consommer bien. En gros, consommer 3 fois moins, mais 3 fois mieux, quoi. Voilà un peu le. Bon, je radote, hein, j'en parle tout le temps, ça m'anime tout ça, mais mais c'est important. Il y a Caroline qui nous dit que les lacets en lin, c'est le point faible. Elle a connu 2 craquages. Ah ben, on va regarder parce que on a fait des retours là sur nos modèles coton et nos modèles lin, parce qu'on avait les deux jusque là, et on va tout basculer en lin parce qu'on a des meilleurs résultats au test et au retour client. Donc il faut on va revenir vers toi, Caroline, pour voir ce qui s'est passé avec tes lacets en lin. Peut-être que ta force légendaire ont eu raison de tes lacets, ou alors peut-être il y a un problème dans les œillets, je sais pas, qui font que ça abrase un peu trop le lin. On va regarder ça. Une demi-heure, je vois que ça passe vite. S'il y a une autre question, on pourra peut-être prendre la dernière. Peut-être en attendant, Marion, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire splice? Parce qu'on n'en a même pas parlé, j'ai oublié de te poser la question. Splice, c'est un terme qui est utilisé notamment dans les filatures de lin, qui signifie rabouter. Et en fait, c'est ce que pendant la filature du lin, en fait, quand le fil se casse, il y a 2 petits bras qui viennent prendre des morceaux qui se sont cassés et qui les entortillent. En fait, c'est ce qu'il y a dans le i de mon logo. Et donc ça s'appelle un splice. C'est comme un nœud, sauf qu'au lieu d'être noué, c'est entortillé pour faire un fil continu. Et donc moi j'ai choisi ça parce que ça représente tous les savoir-faire. En fait, c'est vraiment pour moi, ça représente la réunion de tous les savoir-faire qu'il y a derrière mes produits. Donc c'était très symbolique. Et donc très important, c'est au moment de la filature, hein, c'est ça, c'est quand on Ouais. produit le fil, qu'on transforme les fibres de lin en fil. Quand ce Oui. processus d'embobinage en quelque sorte du lin se produit, Ouais. quand ça casse, et ben le fait de rattacher, ça se dit splice. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle, ouais, c'est tout Et splice ou un splice, ouais. Et ça fait c'est un verbe. et ça crée du coup ouais, bah, en fait, c'est les deux, on dit un splice ou tout splice. Et en fait, ça crée ça crée des irrégularités parce que c'est comme un nœud. Donc, on a déjà l'irrégularité du fil parce que la fibre de lin est irrégulière. Et ensuite, on retrouve dans les cônes de fil, on retrouve des splices, plus ou moins, bah voilà, à différents endroits qui créent des irrégularités supplémentaires. Mais c'est ce qui fait le charme aussi du lin, c'est l'irrégularité. Oui. C'est-à-dire Oui. que vraiment c'est comme les fruits et légumes moches, hein, ils sont bons quand même, hein. Ouais, c'est Et là en ça, plus c'est beau exactement. sur le lin, donc c'est cool. Caroline nous dit qu'en fait on a déjà géré le problème de lacet, donc merci à toute l'équipe 1083 d'être aussi pro et enthousiaste. Et puis Romain, je n'avais pas vu que tu étais là, ça fait trop plaisir. Donc Romain, je l'ai rencontré avant-hier. Vous l'avez peut-être vu en story 1083 ou sur mon compte Oui. Insta. Donc Romain est navigateur, skipper, et il a une démarche géniale avec un bateau donc en carbone, et il utilise du lin pour ses voiles pour la prochaine route du Rhum. Et donc Romain, il est en train d'avoir toute une démarche d'éco-conception et d'économie circulaire sur un bateau qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui est très performant en ultime, donc c'est les gros bateaux, les gros trimarans, et il amène l'économie circulaire dans ce monde-là, qui est dans une logique de surperformance excitante très certainement, mais dans un élément tellement naturel que sont les océans, ça donnait envie à Romain de le faire de manière éthique. Donc suivez-le sur son compte Romain Pillard _use it again. Vous verrez, c'est passionnant ce qu'il fait et c'est trop beau. J'ai eu la chance de visiter le bateau avant-hier et ça donne envie de vérifier que j'ai bien le mal de mer en montant avec lui et de nourrir les poissons du coup. Bon, je crois pas qu'on ait loupé de questions. Non. Merci Marion de cette demi-heure inversée où je me retrouve pas Bah loin du ouais, Lin et toi dans la Drôme. C'est le joie des vacances. Passe un bel été. toi On se aussi. retrouve très vite. Et peut-être, tiens, l'idée du prochain live, je vois que Romain est encouragé par Pittigaya.
Le prochain live pourrait peut-être être avec Romain en direct de son bateau, ça serait rigolo. Dites-nous en tout cas si ça vous intéresse. Merci pour vos questions. Bonnes vacances à tous et toutes. Et puis à très vite. Salut! Bonnes vacances. Salut.